Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Eva Soto. Vous êtes donc le directeur de la rédaction d'ActuJ et on vous retrouve donc pour votre chronique politique. Aujourd'hui, chronique politique un peu à l'européenne, puisque Emmanuel Macron et Donald Tusk ont décidé de renforcer leurs liens avec un traité bilatéral France-Pologne qui est signé aujourd'hui à Nancy, un traité d'amitié qui renforce le partenariat entre les deux pays avec cette date symbole forte qui correspond à la capitulation de l'Allemagne nazie. Alors, dans quel contexte s'inscrit cette démarche ? Est-ce qu'on peut la voir comme un moyen de rééquilibrer les forces par rapport aux États-Unis ou peut-être à la Russie et à l'Asie ? Bonjour Eva, donc comme à l'accoutumée, vous allez droit au but, évidemment c'est bien sûr l'enjeu. Alors l'enjeu il est double, vous avez raison, c'est dans le contexte géopolitique actuel qu'on va analyser, renforcer ce lien entre deux démocraties européennes qui aujourd'hui, de facto, font face à Poutine ou plus exactement à l'axe Trump-Poutine, on y revient dans un instant. Mais juste pour vous resituer historiquement, il y a toujours eu des liens d'affinité très étroits entre les républicains français et les démocrates polonais ou les patriotes polonais. Je vous rappelle qu'au 19e siècle, par exemple, vous aviez un Victor Hugo, qui est un grand républicain français, il l'est devenu en tout cas, qui célébrait le patriotisme polonais dans des termes d'ailleurs absolument enflammés. Ce que vous avez devant vous en Pologne, ce n'est pas l'ennemi, c'est l'exemple, écrivait-il. Et donc, dans le même temps, d'ailleurs, un grand intellectuel polonais, Adam Mickiewicz, ami de Michelet notamment, était accueilli sous les dorures du Collège de France pour y devenir professeur. Vous voyez, donc il y a toujours eu des circulations et des échanges entre nos nations. À l'époque de Solidarność aussi, la France était en pointe dans la défense des patriotes polonais. Donc tout ça est ancien et doit être réactivé. Je vous rappelle le cadre. Il y a eu donc plein de traités que la France a signés dans ce nouveau monde, justement, le nouveau monde des puissances cyniques. Il y a eu plein de traités qui ont été signés. Avec l'Allemagne, bien sûr, il y en a eu plusieurs. Il y a eu avec l'Italie, assez récemment, avec l'Espagne. Et donc, je crois que la volonté du président de la République, vous avez raison, pour aller droit au but, c'était de renforcer le lien avec un pays qui compte aujourd'hui beaucoup au cœur de l'Europe, 39 millions d'habitants. Et aussi, alors ça, on va en dire un mot, Eva, bien sûr, aussi un processus, j'allais dire, de reconstruction systématique de son armée. Oui, parce que la Pologne est beaucoup plus proche de la Russie que la France. Et actuellement, avec ce qui se passe en Ukraine, la Pologne craint énormément de la Russie de Vladimir Poutine. C'est aussi ça que veut signifier ce traité entre la France et la Pologne. On ne vous lâche pas ? Mais évidemment. Vous savez que la Pologne est une petite nation au sens que Milan Kundera a donné à ce terme. C'est-à-dire pas forcément une nation petite, mais une nation fragile, une nation vulnérable. Une nation dont l'existence est toujours en question. À ce titre d'ailleurs, il y a des points communs avec l'État d'Israël. Et donc effectivement, vous avez parfaitement raison. Lorsque la France tend la main à Varsovie sur fond, j'allais dire, de réarmement général de l'Europe face à la menace poutinienne, c'est évidemment le message qui est passé. Mais il y a aussi au-delà quelque chose d'autre. Il y a donc évidemment un redéploiement de l'armée polonaise. Il y a le désir dans cette coopération bilatérale de construire des ponts, notamment en matière de sécurité, mais aussi d'échange d'énergie. En réalité, si on élargit, vous voyez, vous avez aussi le désir d'arrimer définitivement la Pologne au camp, on va dire, européen libéral. Je m'explique. Vous avez un autre pays. Oui, parce qu'il y a une autre Pologne. Voilà, il y a une autre Pologne, celle qui soutenait jadis les frères Kaczynski, du parti PIS, etc. La Pologne très catholique, de Radio Maria, etc. Et qui est plutôt illibérale, vous voyez, qui donc aujourd'hui, de facto, pourrait être tenté par le Trumpisme. Et puis, vous avez le voisin hongrois, qui lui est clairement illibéral. Et on vient d'apprendre d'ailleurs qu'il y avait des espions, vous vous rendez compte, hongrois qui essayaient d'espionner les Ukrainiens, etc. Donc nous avons un processus de rapprochement actuel sous l'influence de Donald Tusk, qui est une belle personnalité, un libéral européen, avec les Ukrainiens. Et donc ce traité de Nancy, ville dans laquelle séjournaient jadis les rois de Pologne, est aussi un moyen pour la France de sceller définitivement dans le contexte géopolitique actuel le rapprochement de la Pologne d'avec l'Allemagne et d'avec la France, mais en fait à terme d'avec tous ceux qui veulent reconstruire une Europe libérale. Alors c'est beau sur le papier, effectivement, mais l'Europe, elle est prise en étau de fait entre les États-Unis de Donald Trump. Certes, c'est pas la même menace que la Russie de Poutine, mais l'Europe, en tout cas, elle est entre les deux. Est-ce qu'elle a réellement des moyens de faire face à cet étau ? Alors, vous posez, comme à l'accoutumée, les bonnes questions. Pour l'instant, les moyens relèvent plutôt, si on est objectif,
de ce qu'on appelle le wishful thinking, hein, la projection de désir. La méthode Coué. Alors, si on est sévère, on dit la méthode Coué. Si on est moins sévère, on dit la projection d'ambition. Mais pour l'instant, vous avez parfaitement raison. Et évidemment, on ne va pas leurrer nos auditeurs en ce vendredi après-midi. Ça n'est pas fait. En revanche, quel est le plan derrière? Alors justement, dessinons la cartographie. Une Pologne de plus en plus arrimée à l'axe rhénan, s'il faut aller vite, vous voyez, c'est-à-dire à la France, l'Allemagne, tout ce qui va pivoter autour, sachant que Friedrich Merz et Emmanuel Macron partagent des conceptions communes. Mais au-delà, évidemment, au-delà de la Pologne, qu'est-ce qu'il y a vers le nord? Il y a la Scandinavie. Or, la Scandinavie, vous voyez, elle est très, 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 très réceptive à l'idée de cette Europe puissance qui comporterait bien sûr un volet de défense accru. Pourquoi? Car elle se sait aujourd'hui vulnérable face aux empiètements possibles, potentiels de Vladimir Poutine. Je vous en prie. Ce que ça nous dit aussi, Alexis Lacroix, c'est que finalement, ça traîne des pieds pour construire l'Europe quand on est en période de paix. Oui. Et que quand il y a des menaces, je serais presque familière, un petit coup de pied dans les fesses et hop. Vous retrouvez là une des intuitions fondamentales de la polémologie, vous voyez notamment de Raymond Aron qui réfléchissait au fait que quand on n'a pas vraiment d'ennemis identifiés, il n'y a aucune raison de faire maison commune, de mettre ses intérêts dans un pot commun. Là, effectivement, depuis quelques années, nous pouvions avoir là, un sentiment au fond de mélancolie européenne, à quoi bon, etc. Mais en réalité, c'est le volontarisme expansionniste de la Russie poutinienne, qui est une autocratie, qui fait redécouvrir aux Européens, enfin en tout cas à beaucoup d'Européens, la nécessité de s'unir. Et donc au-delà, qu'est-ce que vous avez avec ce traité de Nancy, dont je n'exagère pas l'importance, mais comme souvent en géopolitique, il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance des événements. Donc au travers de ce rapprochement franco-polonais scellé, en quelque sorte dans le marbre du traité, vous avez la préfiguration de ce que pourrait être demain, ça veut dire 2027, 2028, 2030, on verra. La fameuse Europe puissance. Que comporterait-elle comme membre, j'allais dire fondateur, important? L'axe évidemment carolingien, le Benelux, l'Allemagne, la France, c'est une évidence, mais aussi bien sûr l'Italie, le monde ibérique, qui est très important, et aussi évidemment d'ores et déjà la Pologne, la Scandinavie, un certain nombre de pays baltes. Donc vous voyez la préfiguration de cette Europe puissance qui est en train de se mettre en place, et c'est vrai que de ce point de vue-là, arrimer définitivement Varsovie, j'allais dire au camp démocrate, européen et libéral, était quand même très important. Dernière question rapidement, Alexis Lacroix. Quand on pense à l'Europe aujourd'hui et quand on aime la littérature, on repense évidemment toujours à Stefan Zweig, Le monde d'hier. Est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'enterrer aussi en quelque sorte un monde d'hier? Pas forcément pour aller vers le pire comme c'était dans le cas dans l'ouvrage de Stefan Zweig, mais pour autre chose. Alors vous avez raison. Il y a beaucoup de théories, si vous voulez, qui nous disent nous sommes à la fin du monde d'hier, c'est-à-dire nous sommes en 1913. Et si nous ne faisons rien, bientôt nous serons en 1914, c'est-à-dire avec l'explosion d'un grand conflit mondial. Donc il y a des parentés. Là où en revanche, effectivement, l'histoire est peut-être moins désespérante qu'il y paraît, c'est qu'au travers, vous voyez, de ces amitiés, de ces fils d'amitié historiques renoués, je citais tout à l'heure Hugo Mickiewicz pour la Pologne, au travers de ces fils d'amitié renoués, en réalité, nous pouvons peut-être dans les années qui viennent retrouver un peu de la saveur de ce monde perdu, de cette Europe perdue, que Stefan Zweig, entre autres, a célébré dans Le monde d'hier que vous citez, ses souvenirs autobiographiques, qui sont un livre évidemment étincelant. Merci beaucoup Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actu-J, et Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom à vous, chère Eva. Radio J, 14h-15h, le grand journal. Eva Soto. Vendredi 9 mai 2025, merci d'être avec nous dans ce grand journal.